Je suis Abdellatif Saoui, enseignant deuxième cycle secondaire, enseignant de physique. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon, caractéristiques d'un dipôle actif et points de fonctionnement. Donc, on va commencer par déterminer ce que veut dire un dipôle actif. Avant tout, je vous rappelle ce qu'on a vu récemment, le dipôle passif. Un dipôle passif est un dipôle qui ne génère pas de courant. Donc, sa caractéristique passe par l'origine. Donc, ce qui fait que quand la tension U est égale à 0, le courant I est égal à 0. Par contre, le dipôle actif est un dipôle qui génère le courant. Donc, on commence par la définition. Donc, un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit fermé. Donc, comme on l'a dit, c'est un dipôle qui génère le courant dans un circuit. Exemple, les piles plates, les piles cylindriques qu'on trouve dans le commerce, les accumulateurs, les cellules voltaïques. Donc, on va essayer de voir la convention générateur. Donc, on représente normalement un générateur par la convention suivante, par la représentation suivante. On remarque que le courant et la tension sont orientés vers le même sens. Donc, on va passer maintenant à l'étude expérimentale, l'animation expérimentale. Pour cela, donc, on va voir le montage qu'on va considérer. Donc, le montage est composé de la pile. Donc, on va considérer une pile plate qu'on trouve dans le commerce. On aura besoin d'un voltmètre pour mesurer la tension. On aura besoin d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité et un rhéostat qui nous permet bien sûr la variation. Donc, comme vous pouvez remarquer, un curseur C. Donc ici, c'est un rhéostat. Et la pile en question. Donc, encore plus, on aura besoin d'un interrupteur K. Donc, quand on ferme l'interrupteur K, le courant passe et on va mesurer à chaque fois le I et U entre les points que je vais appeler Pn. Pn. Donc, les mesures qu'on a trouvées, donc on a le tableau ici des mesures. Donc, vous voyez que UPN aux bornes de la pile varie de la valeur 4,5 à la valeur 3,75. Encore, le courant I donc, varie de 0 à 0,5 ampères. Apparemment que la tension et le courant ont une variation inverse. Ça veut dire UPN diminue, par contre le courant augmente. Donc on va essayer de profiter de voir ce que veut dire cette caractéristique. Donc on représente la variation de la tension U, donc la caractéristique UPN, en fonction de I. Bien sûr qu'on peut voir ici, les valeurs UPN sont comprises entre 3,75 et 4,5. Donc aussi, on va considérer une échelle, comme vous pouvez remarquer. On va commencer par 3, et la plus grande valeur, c'est 5. Donc, vous savez, on a fait pas mal de fois la représentation des caractéristiques. Donc, un papier millimétré, une échelle convenable, on va déterminer les valeurs. Donc, en fin de compte, on va trouver une fonction de cette forme. Donc, c'est une fonction affine. Donc, UPN peut s'écrire sous la forme A fois I, la variable, plus une constante. Donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. A représente le coefficient directeur. B, la constante à l'origine. Mais que veut dire A et que veut dire B physiquement parlant? Donc, quand le courant I est égal à 0, UPN est égal à B. Donc, B
et là la dimension d'une tension. Donc c'est une tension à l'origine, donc qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Puis on va voir le coefficient directeur A qui est égal à la variation de la tension sur la variation du courant. Bon, si je fais la représentation ici, donc 4,5, je m'excuse, donc E est égal à 4,5 volts. Ça, c'est la force électromotrice de la pile plate qu'on a étudiée. A est égal à delta de U sur delta de I, donc je peux prendre deux valeurs quelconques. Je peux prendre par exemple la valeur 3,9 moins 4,5 divisé par le courant 0,4 moins 0 qui est égal à moins 1. Donc tout calcul fait, je trouve une valeur qui est négative, moins 1,5. Donc, regardez avec moi que cette valeur est négative. Bon, A, il a la dimension du volt sur l'ampère. Le volt sur l'ampère, c'est le ohm. Le ohm, c'est quoi? C'est l'unité d'une résistance. Donc A, il s'agit bel et bien d'une résistance qu'on appelle la résistance interne. Mais la résistance est toujours positive. Ici, on a trouvé une valeur négative. Donc, pour remédier à ça, on va écrire que la représentation UPN est égale à moins R fois I plus E. Donc, ici, c'est moins R. Donc, R est égal à 1,5. Donc, c'est la résistance interne du générateur. Donc, ce qui fait, on a abouti à la loi d'Ohm du générateur, comme on a fait auparavant. Donc, c'est le montage qu'on a dit. Donc, le circuit, ça c'est la manifestation ou la manipulation. Donc, c'est l'équation. On a dit que c'est l'équation d'un dipôle actif. C'est la loi d'Ohm. Donc, UPN est égal à E moins RI. Comme on a dit, E, c'est la tension au bord du générateur, UPN, UAB. E, c'est la force électromotrice du générateur. R, c'est la résistance interne. Et I, c'est l'intensité. Donc, les calculs qui ont été faits. Donc, voilà la fonction, comme vous pouvez remarquer, la courbe de U en fonction de I. Donc, c'est une fonction affine à coefficient négatif. E est égal à 4,5. La résistance ici, donc on a pris la valeur absolue pour qu'on puisse déterminer l'expression UPN est égal à E moins RI. Bon, remarquez avec moi que les valeurs sont les mêmes qu'on trouve dans une pile plate dans le commerce. Donc E est égal à 4,5 volts, résistance 1,5. Donc on passe maintenant à un phénomène qu'on appelle le court-circuit. Bon, que veut dire un court-circuit? Un court-circuit, dans un générateur, on met un court-circuit dans un générateur, quand on branche, on relie les deux pôles par un fil conducteur. Donc dans ce cas, le courant électrique sera maximal. Pourquoi? Donc on peut démontrer ça. Donc je considère UPN égal à 0 parce que les deux bornes sont liées et la différence de potentiel est nulle. Donc UPN égal à 0. E moins RI CC, donc là CC, comme vous pouvez remarquer, courant, le circuit, le courant circuit, court-circuit, pardon, court-circuit. Donc I est égal à E sur R, donc on peut faire le calcul tout simplement. Donc ici c'est la courbe représentative. Donc ICC, c'est le point de rencontre de la courbe avec l'axe des X. Vous voyez ici la courbe, elle est continue en petites lignes. Ça veut dire que la courbe, réellement, dans un instant, à une valeur maximale, il n'est plus affine. Il n'est plus affine. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, le ICC, c'est la valeur théorique. La plupart du temps, la valeur calculée, ou la valeur théorique calculée, n'est pas la même que la valeur expérimentale. Parce que la courbe, à un instant, ça ne reste pas de cette façon. Donc, il n'est plus affine. Donc, à un instant, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Donc, ça, c'est la valeur
expérimentale. Mais ici, la rencontre avec la courbe, c'est la valeur qu'on a dit théorique. Ce phénomène-là, il faut l'éviter dans l'usage domestique, parce que quand on branche les deux bornes dans l'usage domestique, on peut endommager les appareils électriques. N'empêche que ce phénomène, on peut l'appliquer, mais on l'applique surtout au cours du démarrage d'une voiture, d'un véhicule. Au cours du démarrage du véhicule, on a besoin d'un courant qui est très grand. Donc, on applique ce phénomène de court-circuit. Autre remarque, pour les accumulateurs, le murakkimat, R est égal à presque 0. Donc, dans ce cas, UPN est égal à E. On passe à autre chose. On va voir un peu l'association en série des dipôles actifs linéaires. Donc, on va prendre le cas de deux dipôles, deux piles, deux générateurs. Voilà, donc je prends deux générateurs, E1R1, E2R2. Donc, c'est le même courant I qui passe. Donc, on va appliquer le principe d'activité des tensions. Voilà. U est égal à U1 plus U2. Je remplace U1 par l'expression dialo. U2 de même. Je fais la démonstration. Donc, la pile équivalente, ou le dipôle actif équivalent, a une force électromotrice E équivalente et une résistance électromotrice, une résistance interne équivalente. Donc, tout calcul fait, on démontre que E équivalence est égal à E1 plus E2. De même, R équivalence est égal à R1 plus R2. On peut généraliser ce cas pour N dipôles actifs. Donc, si on a par exemple 2, 3, 4, voire même N dipôles actifs en série, E équivalente est égale à la somme de E1 plus E2 jusqu'à En. De même pour la résistance équivalente. R1 plus R2 jusqu'à Rn. Donc, c'est ce qui se passe dans la réalité, parce que la pile plate qu'on a vue dans l'expérience n'est autre qu'une association de trois petites piles cylindriques de force électromotrice 1,5 et de résistance interne 0,5. Donc, la somme E de l'équivalent est égale à 4,5. Ça coïncide avec ce qu'on a vu dans l'étude expérimentale. On passe maintenant à la caractéristique d'un récepteur. Donc, on va étudier l'électrolyseur. Donc, comme son nom l'indique, que veut dire un récepteur? Donc, c'est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit. Donc, c'est un récepteur, il reçoit de l'énergie en une autre forme d'énergie autre que l'énergie thermique, que ce soit une énergie mécanique, comme le moteur, une énergie chimique comme les électrolyseurs, etc. Exemple de récepteur, un moteur, électrolyseur et autre chose. Dans la convention AB et I, donc c'est un récepteur, comme vous pouvez remarquer, le courant et la tension vont de sens opposés. Donc, ce qui fait un récepteur doit recevoir un courant pour manifester une DDP. Voilà le symbole, surtout d'un électrolyseur. Bon, on passe maintenant à l'étude expérimentale. Donc, l'étude expérimentale, c'est à peu près le même montage, mais on va remplacer l'électrolyseur, représenté ici, et ici, on va considérer un générateur à tension variable. Donc A, B. Donc vous savez ce que veut dire le symbole. Donc c'est un générateur à tension variable qu'on peut, que ce soit un potentiomètre ou un générateur à potentiomètre intégré. Donc je vais mesurer à chaque fois, varier la tension au bord du générateur et mesurer et le courant et la tension. Donc les valeurs mesurées, donc on va dresser un tableau de mesure. Donc remarquez avec moi que UAB
varie de 0,5 à 6 volts. Le courant IAB de 0 à 1,9. Je trace la courbe de la même façon qu'on a fait auparavant. La tension en fonction de I, donc la caractéristique, comme vous pouvez remarquer ici, il est de cette forme. Donc, on peut dire qu'il est divisé en deux parties. Donc, UAB inférieur à peu près 1,5 volts. Pardon, 1,5 volts. Donc, dans ce cas, le courant ne passe pas, c'est égal à 0. Donc, même si on donne une valeur de tension aux bornes du récepteur inférieure à 1,5, remarquez avec moi que I est égal à 0. Donc, dans cette partie, le courant ne passe pas, donc il est bloqué. La deuxième partie qu'on va considérer, UAB, est supérieur ou égal à 1,5. Donc, dans ce cas, 1,5, c'est une tension qui permet, à partir de cette valeur, c'est une tension qui peut permettre le courant de passer, et I différent de 0. Remarquez avec moi les valeurs. Voilà, donc à partir de 1,5, ça peut passer le courant. Donc, la représentation, elle est là. Donc, à partir de cette, dans ce domaine-là, la fonction, on peut la considérer comme étant une fonction affine. Vous voyez ici? Donc, cette partie, c'est une fonction affine. Donc, l'expression peut s'écrire sous la forme AB est égale à AI plus une constante B, A'B', pour différencier des constantes qu'on a déjà vues pour la pile. Donc, A', c'est le coefficient directeur, donc il s'agit d'une tension en fonction du courant. Donc, ce qui fait que A', il a la dimension, il y a l'unité, oméga d'une résistance. Aussi, B', c'est la valeur de la tension à l'origine. Donc, cette valeur, B', elle est presque égale à 1,5 volts. Donc, à partir de cette valeur, la fonction étant affine. Donc, qu'on représente la valeur B'? Mathématiquement, c'est la constante à l'origine, mais physiquement, ça représente la force contre-électromotrice. Parce que ce récepteur ne génère pas la tension, ne génère pas le courant. Il reçoit la tension, donc il laisse ce courant à partir de cette valeur. Donc cette valeur, il contre le courant. Donc de là, on l'appelle une force contre-électromotrice. Donc, on va continuer. Donc ça c'est le montage, les valeurs, l'intensité, donc le tracé. Bon. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on vient de dire que UAB est égal à E' plus R' fois I. E', c'est la force contre-électromotrice. R', c'est la résistance interne. Vous voyez? Donc, on appelle cette relation la loi d'Ohm pour un récepteur. Les valeurs exactement, donc si je fais le calcul, que ce soit de R', on trouve que E' est égal à 1,5. R' est égal à 2 ohms. Donc, ce sont les valeurs qui caractérisent l'électrolyseur qu'on vient de voir. Vous allez remarquer au cours de l'expérience un dégagement gazeux au bord des cathodes des deux électrodes, la cathode et l'anode. Ce sont des réactions qui accompagnent le passage du courant. Donc, on les appelle des réactions d'électrolyse. Ça, vous aurez, Inch'Allah, l'occasion de le voir l'an prochain. Donc, on peut, dans un exercice, voir ce phénomène et voir la partie chimique de la chose, de l'électrolyseur. Donc, on passe maintenant à ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Donc, on se pose la question suivante. Que se passe-t-il si on branche la pile avec un récepteur? Bon, donc on va voir la réponse de la question. Si on branche la pile avec un récepteur, on doit brancher avec un ampèremètre en série et un voltmètre pour déterminer la valeur
du courant et la valeur de la tension. Effectivement, si on fait ce montage, voilà, c'est ça, c'est le montage qu'on a dit. Donc, la tension UPN est égale à la tension UAB. Donc, on revient un peu à la définition du point de fonctionnement. Donc, la tension qui est figurée sur le voltmètre et le courant dans l'ampèremètre, ce sont les valeurs ou les coordonnées qui représentent ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Ça veut dire, à ce point-là, qu'on appelle F, fonctionnement, ce sont les valeurs que peut donner l'assemblage de la pile, du générateur et de ses récepteurs. Donc on peut le déterminer expérimentalement par mesure, comme on a fait auparavant, sinon par méthode graphique. Bon, méthode graphique, comme vous pouvez voir, c'est la représentation de la tension, des deux caractéristiques dans le même graphe. Et le point de rencontre, car UPN est égal à UAB. Donc le point de rencontre, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Bon, que ce soit par mesure expérimentale ou par projection dans la courbe, on trouve que le point F, les coordonnées d'ILO sont 0,39 ampères et 1,9 volts. Bon, on passe à autre méthode, c'est la méthode de calcul, voilà, c'est ça, méthode algébrique. Donc, puisque UPN est égal à UAB, je fais la démonstration, E moins RI F fonctionnement est égal à RI F fonctionnement. Donc, IF est égal à I est égal à E sur la R plus petit r. Bon, je fais les mêmes applications qu'on a déjà vues. Donc, c'est la pile qu'on a étudiée, la résistance qu'on a fait le cours précédent. Donc, on trouve effectivement par calcul les mêmes valeurs. Bon, cette formule nous mène vers ce qu'on appelle la loi de Pouillet. C'est quoi la loi de Pouillet? Parce que normalement, on peut faire l'assemblage de plusieurs générateurs et plusieurs récepteurs. Donc, le courant sera I est égal à la somme des forces électromotrices du générateur moins somme des forces contre-électromotrices des récepteurs sur la somme de toutes les résistances dans les circuits. Donc, on peut faire un exemple. Voyez-vous ici, on a un générateur, un récepteur et deux conducteurs ohmiques. On peut faire le calcul tout simplement et remplacer la formule. Bon, une dernière remarque, si vous voulez bien, c'est que la loi de Pouillet ne s'applique que pour les circuits en série. Je le dis bien et je le redis, pour les circuits en série. Bon, voyez-vous ici, sont des tensions, des forces électromotrices montées en série. De même pour les récepteurs montés en série. Bon, si jamais, par exemple, on a un circuit fait, par exemple, un générateur, par exemple, et un récepteur, et deux résistances montées en parallèle. Bon, vous allez me dire qu'on ne peut pas appliquer le loi de Pouillet. Mais si. Ici, on va assembler ces deux résistances R1 et R2. Ils sont montés en parallèle et on va considérer qu'ils sont équivalents à un conducteur ohmique R équivalente. Et voilà. Et on peut appliquer la loi, comme on a dit, de Pouillet sur ce cas-là. Sachant que R équivalente, je le rappelle, c'est R1 fois R2 sur la somme R1 plus R2. Donc, c'est une remarque à prendre, si vous voulez. Et comme ça, on a fini le cours. La séance prochaine, on verra des applications, des exercices d'application.